Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI, mais une condamnation a été prononcée contre lui en Côte d'Ivoire dans le dossier casse de la BCEAO. Ses partisans souhaitent qu'il soit amnistié. Il n'y aura plus de congrès pour le parti au pouvoir le week-end prochain au Tchad. Le secrétaire général du parti l'a annulé. Rendez-vous avorté pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations attendu pour le 25 juin prochain. Raison évoquée, problèmes logistiques liés à la Covid-19. À toutes et à tous, bonsoir. Heureux de vous retrouver à ce journal sur Sika TV. Le colonel Assimi Goïta, investi président de la période de transition censée ramener les civils au pouvoir au Mali, a assuré lundi que son pays respecterait tous ses engagements à l'adresse de ses principaux partenaires internationaux. Ce dernier exigeait des garanties que les militaires céderaient la place depuis 2022, après 2 coups d'État. Le colonel Assimi Goïta, auteur de 2 coups d'État en 9 mois, a été officiellement investi président de la transition au Mali. À l'occasion, l'officier de 37 ans a tenté de rassurer sur ses intentions au-delà des frontières de son pays. L'ancien commandant de bataillon des forces spéciales a dit en particulier sa volonté d'organiser des élections crédibles, justes, transparentes, aux échéances prévues. Les militaires s'étaient engagés après un premier putsch, le 18 août 2020, à organiser des élections présidentielles et législatives le 27 février 2022. Cet engagement avait cependant été mis en doute par un nouveau putsch le 24 mai dernier quand le colonel Goïta, resté l'homme fort du pouvoir, avait fait arrêter le président et le premier ministre, caution civile de la transition ouverte après le premier coup d'État. Je voudrais rappeler que nous continuons le travail entamé dans le cadre de la mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Issu du processus d'Alger, en vue toujours de créer des conditions optimales d'une paix durable. Aussi, les conclusions du dialogue national inclusif continueront-elles à être mises en œuvre de façon judicieuse. Je voudrais, en votre nom, rassurer les organisations sous-régionales, régionales et la communauté internationale en général que le Mali va honorer l'ensemble de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation. Bien qu'il ait déjà signé des actes en qualité de président, l'investiture officielle du colonel Goïta était attendue comme l'un des moments où il pouvait fournir ou non les garanties réclamées. Le colonel Assimi Goïta, tout juste investi président, a nommé lundi Premier ministre Choguel Kokala Maïga, un vétéran de la politique nationale, selon un décret lu à la télévision publique. Il satisfait à une exigence des partenaires du Mali qui réclamaient que le poste soit confié à un civil. Acquitté par la communauté pénale internationale, Laurent Gbagbo est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison et à 329 milliards de francs CFA d'amende dans l'affaire dite casse de la BCEAO. Les autres condamnés dans cette affaire ont bénéficié d'une amnistie qu'ils espèrent voir étendue à Laurent Gbagbo. Reportage. Du verdict rendu le 18 janvier 2018 par la Cour suprême d'Abidjan, pas un jour de prison n'a été effectué, pas un franc versé. Laissez lire à l'issue du procès, le dernier Premier ministre de Laurent Gbagbo, Gilbert Aké-Ngbo, et son ministre des Finances, Désiré Diallo, ont bénéficié 7 mois plus tard de l'ordonnance d'amnistie prise par Alassane Ouattara en faveur de plus de 800 acteurs de la crise post-électorale. Même chose pour le 4e condamné, Justin Koné-Katina, ex-ministre du Budget, alors en exil au Ghana. Sont alors spécifiquement exclus de l'amnistie présidentielle les militaires et les membres de groupes armés emprisonnés pour crimes de sang et les personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, au premier chef donc, Laurent Gbagbo. Celui-ci, acquitté par la CPI, ses proches estiment que l'ancien président tombe désormais dans le périmètre de l'amnistie. Ils espèrent une résolution politique, mais assurent que ce n'est pas un préalable au retour de l'ancien président. Le pouvoir prendrait un acte courageux en étendant l'amnistie, souligne Maître Mathurin Dirabo, qui fut le défenseur des 4 hommes lors du procès. Du côté du mouvement ivoirien des droits de l'homme, qui s'était opposé à cette ordonnance, Drissa Bamba juge la condamnation toujours valable, mais il ne croit pas que le gouvernement la fera exécuter.
En RDC, Jean-Michel Sama Lukonde a quitté Goma ce lundi 7 juin au terme d'une mission de 3 jours dans la région. Avec une dizaine de ministres, le chef du gouvernement congolais a rencontré les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma, les humanitaires et les sinistrés. À la fin de sa mission, il a annoncé une série de décisions. À la suite des données scientifiques collectées, l'avenir peut être envisagé avec moins d'incertitude, a dit Jean-Michel Sama Lukonde au cours d'une conférence de presse organisée ce lundi. Le chef du gouvernement congolais a décidé du retour progressif des déplacés. Contrairement au jour de l'évacuation de la ville, le gouvernement a mis à la disposition des déplacés des bus pour les acheminer à Goma en toute sécurité. Jean-Michel Sama Lukonde a également annoncé que le site ravagé par la coulée de lave ne sera plus occupé par la population. Les habitants seront installés sur des sites provisoires. Ce lundi soir, tout n'est pas encore prêt pour recevoir les quelques 4000 retournés dont certains ont vu leur maison détruite. Ces personnes sont recueillies dans des familles d'accueil et chez des amis. Selon le Premier ministre, les zones à risque seront utilisées à terme pour les activités récréatives. Les études sont en cours pour repenser la ville en tenant compte des leçons apprises avec cette nouvelle éruption du Nyiragongo, a ajouté Jean-Michel Sama Lukonde, qui a également annoncé le début du dégazage du lac Kivu dans les tout prochains jours. Concernant la surveillance du volcan Nyiragongo, Sama Lukonde a reconnu quelques problèmes dans l'organisation de l'Observatoire volcanologique de Goma. Il a promis de s'impliquer personnellement. Rien ne sera plus jamais comme avant. Jugez-moi sur le temps, a-t-il dit. Au niveau du gouvernement, nous avons évalué un premier besoin qui se situe autour de 16 milliards de francs congolais, c'est-à-dire 8 millions de dollars pour couvrir les besoins en médicaments, et cela sans compter l'appui des humanitaires. Au Tchad, le congrès du parti au pouvoir, le MPS, a été annulé par son secrétaire général. Cette annulation intervient quelques jours seulement après l'annonce de sa tenue pour le week-end prochain. Il y a quelques jours, la première adjointe du parti au pouvoir avait convoqué un congrès extraordinaire de la formation du 12 au 13 juin sur le thème « La redynamisation du mouvement patriotique du salut ». Mais quelques jours après cette annonce, le secrétaire général du MPS, Mahamat Zenbada, officiellement à Paris pour des soins médicaux, a annulé le dit congrès. Selon un analyste politique, l'annonce d'un congrès suivi d'une annulation montre clairement qu'il y a des divergences au sein du mouvement, une lutte de pouvoir. Cet événement, soutenu par un grand nombre de caciques du parti au pouvoir, est finalement maintenu, a affirmé ce lundi soir le président du comité d'organisation de ce 10e congrès extraordinaire et porte-parole du MPS, Jean-Bernard Padaré. Depuis la mort du président Idriss Déby Itno, le MPS n'a plus de président. Il va donc falloir en désigner un, d'où ces manœuvres pour se positionner. À N'Djamena, certains s'interrogent sur le moment choisi pour la tenue de ce congrès, puisque le secrétaire général du parti est à Paris depuis quelques jours pour des raisons personnelles. Pour un analyste politique, la tenue d'un congrès en son absence est sans aucun doute un signe qu'on cherche à l'écarter. Un autre observateur ajoute qu'il s'agit même d'une tentative des nouveaux tenants du pouvoir de se débarrasser de la vieille garde. Les services de police mondiaux, dont FBI et Europol, ont annoncé une opération de grande envergure contre des réseaux criminels mondiaux. Plus de 800 personnes ont été arrêtées après le décryptage de communications codées entre malfaiteurs qui avaient utilisé, sans le savoir, des téléphones distribués par FBI. Suivant. Le FBI, l'agence européenne de police Europol et plusieurs capitales ont révélé ce mardi que des milliers de téléphones censés permettre aux criminels de passer inaperçus pour organiser leur trafic de drogue, d'armes ou même des projets d'assassinat avaient été disséminés dans les rangs de la mafia, de syndicats asiatiques du crime organisé, de cartels de la drogue ou encore de gangs hors la loi de motards. Outre les arrestations et l'interception de cargaisons de drogue, plus de 100 menaces mortelles ont été déjouées grâce à cette opération, a expliqué le directeur adjoint du FBI. Not only have we heard about the number of arrests and the number of seizures,
Non seulement nous avons entendu parler du nombre d'arrestations et du nombre de saisies, mais il y a eu plus de 100 menaces de mort qui ont été déjouées. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de notre infiltration, nous avons pu avoir des photographies de centaines de tonnes de cocaïne dissimulées dans des cargaisons de fruits. Nous avons pu avoir des centaines de kilos de cocaïne dissimulés dans des boîtes de conserve. Le succès de l'opération Bouclier de Troyes est le résultat d'une formidable innovation, d'un dévouement et d'une collaboration internationale sans précédent. Et les résultats sont stupéfiants. Baptisée Bouclier de Troyes, cette opération internationale impulsée par le FBI reposait sur un appareil appelé Anom qui a été distribué dans plus de 100 pays à des malfaiteurs qui l'utilisaient pour communiquer sans se douter que la police était aussi destinatrice des 20 millions de messages qu'ils ont au total envoyés. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations, qui était prévu pour se tenir le 25 juin prochain à Yaoundé au Cameroun, a été reporté. Et ce, en raison de problèmes logistiques liés à la Covid-19. Sans plus de précision. Reportage. La Confédération africaine de football a annoncé ce lundi le report du tirage au sort de la CAN. Il n'a pas encore été décidé de nouvelles dates pour la cérémonie, a précisé un porte-parole de la CAF. La compétition, qui devait se tenir cette année, est reprogrammée en janvier-février 2022 en raison de la pandémie. Le tirage au sort pour répartir les 24 équipes en 6 groupes avait été fixé au 25 juin prochain. Parmi les 23 équipes déjà qualifiées figurent le champion en titre, l'Algérie, le pays hôte, le Cameroun et le détenteur du record de victoire dans cette catégorie, l'Égypte. La 24e place sera attribuée soit à la Sierra Leone, soit au Bénin. Les deux équipes s'affronteront entre le 12 et le 14 juin prochain. Ce match n'avait pas pu se jouer en mars dernier en raison d'un désaccord sur des tests positifs au Covid côté béninois. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.